Chère Lydie Montier, bonjour. Bonjour Louis. Vous avez publié un livre, Le Guichet du mensonge, aux éditions Docteur Angélique, qui est paru en septembre 2021. C'est un livre qui décrit les conditions d'accueil des migrants en France, et vous êtes bien placé pour en parler puisque vous avez dirigé un CADA, c'est-à-dire un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, pendant plus de 15 ans. Pourriez-vous tout d'abord vous présenter? Alors au départ, je n'étais pas pressentie pour devenir directrice d'un CADA, puisque j'ai eu une carrière d'abord de fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Ensuite, j'ai été pendant une douzaine d'années consultante, essentiellement d'ailleurs auprès des administrations de l'État. Et je n'avais jamais vraiment eu de vocation dans le social. C'est à l'issue d'une conversion, j'ai retrouvé la foi de mon enfance, la foi catholique. Et cette conversion qui est venue sur le tard a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie, et notamment ma vie professionnelle, puisque je me suis intéressée aux démunis, aux SDF. Et puis finalement, un jour, dans une association pour laquelle j'étais bénévole, on m'a proposé de prendre en charge la création d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ce qui m'a beaucoup intéressée comme projet. Et voilà, j'ai tenté l'aventure. Alors, votre livre est très agréable à lire. Chaque chapitre présente un cas différent, chaque personne venant d'un pays différent. Il y a des migrants venant d'Algérie, d'Afrique noire, de Tchétchénie, d'Albanie, du Kosovo, de Mongolie. Et je suis sûr que la majorité des Français n'imaginent pas qu'on accueille tant de nationalités différentes. Certains chapitres prêtent à sourire, et d'autres sont plutôt inquiétants, voire effrayants. Mais dans tous les cas, on sent que c'est du vécu. Ce sont des faits réels que vous relatez, ce n'est pas de la fiction. Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples? Alors des exemples, vous imaginez bien que j'en ai des milliers à raconter, parce que j'ai vécu quand même 15 ans tous les jours aux côtés des demandeurs d'asile qui étaient hébergés dans le centre que je dirigeais. Donc il y a eu bien sûr des moments très, très amusants, parce que le choc des cultures provoque parfois des situations très drôles. Je me souviens par exemple d'une jeune femme, une jeune femme rome, qui est arrivée avec ses 3 enfants, tous issus d'hommes différents, et là c'est moins gai, mais de viol en fait. Et puis cette jeune femme qui avait quand même un bon tempérament, qui était particulièrement gaie d'ailleurs, mais elle avait un mauvais caractère. Et elle nous serinait depuis presque son arrivée, en nous disant qu'elle voulait absolument avoir ses papiers, ses papiers, ses papiers. Quand on dit ses papiers, elle voulait avoir une carte de séjour, tout simplement. Et un jour, après qu'elle ait obtenu le statut de réfugiée, elle obtient enfin des documents officiels venant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Nous étions très contents pour elle. Et elle, par contre, ne l'était pas du tout. Et quand elle a ouvert l'enveloppe, elle se met à hurler. Mais c'est quoi ces papiers? Quoi ces papiers? Quoi ces papiers? Et elle finit par les déchirer. Alors, nous étions dans une stupéfaction incroyable. Elle déchirait ce qui justement allait lui permettre d'obtenir auprès de la préfecture une carte de séjour. Bon, tout a fini par s'arranger, mais pour dire, cette personne qui n'était jamais allée à l'école, qui avait été dans l'errance pratiquement toute sa vie et qui avait 3 enfants à élever, alors qu'elle-même était immature et se conduisait comme une enfant, je vous laisse imaginer que ce genre de personne avait besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'aide. Et malheureusement, ce que l'on pouvait lui apporter était insuffisant, largement insuffisant. Oui, alors ça c'est un cas assez marrant et puis ça finit bien apparemment, mais vous relatez aussi d'autres cas beaucoup moins rigolos.
Alors il y a eu aussi des cas, je ne devrais même pas dire des cas, c'est plutôt des personnes qui ont soulevé beaucoup à la fois d'indignation de ma part et aussi parfois, je dois l'avouer, de peur parce que des gens extrêmement dangereux nous étaient envoyés. Alors je vais citer 2 cas. Le cas d'un homme seul venant d'un pays d'Afrique noire et qui était manifestement un psychopathe lourd. Très très vite, on s'est rendu compte qu'il était dérangé et il y a eu un suivi. Bien sûr, il a été envoyé auprès d'un psychiatre, mais malheureusement, vous connaissez l'état de la psychiatrie en France, il ne pouvait pas avoir sans arrêt des rendez-vous, sauf que on a fini par être menacé par lui. Et là, il y a eu vraiment une menace avec un couteau qu'il portait d'ailleurs dans un cartable qui ne le quittait jamais. Et là, vraiment, c'était autre chose. On ne riait pas, quoi. C'est ce que j'appelle aller travailler avec la peur au ventre, parce que cette personne-là, tant qu'elle a été en liberté, était très dangereuse. Elle a fini par être internée dans un hôpital psychiatrique, mais au final, elle en est sortie quand même aussi un jour. Hein. Alors, je ne l'ai pas revue, je ne sais pas si elle était soignée ou pas, mais voilà quelqu'un qui est arrivé pour demander l'asile en France et qui n'a pas obtenu d'ailleurs le statut de réfugié, mais qui posait d'énormes problèmes parce que malade. Autre chose... plus inquiétant peut-être d'une certaine façon, des personnes qui se sont radicalisées, des personnes qui étaient de confession musulmane, mais au départ tout à fait adaptées à notre style de vie en apparence, et puis qui se sont radicalisés ici en France en venant de l'étranger. Et donc là, c'était beaucoup plus inquiétant parce que ces personnes-là, manifestement, sont venues en France et pour certaines ont obtenu le statut de réfugié, donc sont maintenant installées, je veux dire en toute légalité dans notre pays, mais ont été très très sensibles à tous ces discours qui se développent dans des mosquées plus ou moins licites que l'on trouve dans les quartiers dits sensibles, pudiquement, de notre pays. Et bien sûr, ils font, ces imams qui prêchent de très mauvaises paroles, sont très intéressés par ces nouveaux arrivants qu'ils arrivent assez facilement à retourner, parce que des personnes qui étaient tout à fait, intégrables, assimilables, parce que venant d'un pays où il y avait une culture à peu près similaire à la nôtre, et qui se retrouvent embringués dans une radicalisation qui est inquiétante. Oui, et en plus de cela, à travers vos témoignages et votre expérience de l'accueil des migrants, vous soulevez dans ce livre des problèmes concernant le droit d'asile. Qu'en est-il vraiment ? Alors le droit d'asile, c'est un droit magnifique. Moi, j'y ai cru et c'est pour ça que j'ai accepté cette aventure. Mais le droit d'asile, il faut quand même le rappeler, il est d'abord fondé sur la Convention de Genève. Et c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, finalement. Hein. Après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les nations se sont rendues compte qu'il fallait que plus jamais
plus jamais de telles horreurs ne surgissent en Europe. Et bon, on a donc... elles ont donc signé cette convention de Genève dans laquelle est intégrée la définition du réfugié. Et c'est normalement les demandeurs d'asile qui viennent dans notre pays devraient peu ou prou correspondre à cette définition du réfugié. Je la rappelle d'ailleurs parce que tout le monde l'oublie. On parle de migrants, mais on ne parle jamais vraiment de ce qu'est un demandeur d'asile. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est censé être persécuté ou risquer des persécutions lourdes dans son pays d'origine, son pays de nationalité, en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance à un groupe social, de sa nationalité, de ses opinions politiques. Et donc ce détournement du droit d'asile, c'est le fait que certains migrants ne soient pas des demandeurs d'asile, enfin ne respectent pas le droit d'asile tel que défini par la Convention ? En fait, beaucoup de personnes qui arrivent dans notre pays pour des motifs qui n'ont rien à voir avec les motifs exprimés par la Convention de Genève, justement. Beaucoup de personnes arrivent, on l'a constaté, pour se faire soigner. Alors bon, aujourd'hui, avec la Covid, ça doit être encore plus difficile à gérer puisque les hôpitaux sont déjà débordés, mais il était déjà pas mal avant la Covid. Donc, des gens qui arrivent pour se faire soigner, beaucoup arrivent pour travailler, pour trouver un travail. Moi, je me souviens d'une personne qui ne l'a pas caché. Elle me disait qu'elle était venue en France pour travailler, parce qu'elle ne trouve pas de travail dans son pays. C'est tout à fait possible, mais on n'avait pas besoin de cette personne en France parce que elle ne correspondait pas à la main-d'œuvre qui était attendue dans notre pays et dont on avait besoin. De toute façon, elle n'avait aucune qualification, aucun diplôme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est que des gens qui viennent aussi dans notre pays parce que leur pays n'est plus très sûr du point de vue climatique. Ça existe aussi. Des gens qui viennent dans notre pays pour tout un tas d'autres raisons d'ailleurs, mais pas parce qu'ils sont persécutés au sens de la Convention de Genève. Or, malheureusement, on est obligé d'étudier toutes les demandes. Voilà. Et qu'elles soient fondées ou non fondées, alors 80% ne sont pas fondées quand même, mais on est obligé de les étudier. Ce qui coûte de l'argent parce qu'il faut payer les fonctionnaires qui travaillent pour étudier ces demandes d'asile, ce qui coûte aussi, des souffrances parce que pendant tout ce temps d'attente de la réponse, ces gens-là ne peuvent pas travailler, ils sont hébergés dans des centres, justement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors, bien sûr, on essaie de les occuper du mieux que l'on peut, mais c'est quand même un temps d'attente, un temps où ils peuvent, entre guillemets, désespérés pour certains de trouver une réponse favorable, d'autres sont tentés par des réseaux, d'autres sont tentés par justement la radicalisation qui les amène à détester notre pays au bout du compte parce qu'il ne répond pas assez vite ou qu'il répond négativement à leur demande, qui n'est pas fondée. Donc tout ce système est absolument dément parce que on le sait aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dans notre pays, arrivent à rentrer dans notre pays, mais très peu parmi eux correspondent à ce qu'on appelle un demandeur d'asile. Voilà. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait ? A priori, pour l'instant, on ne fait rien pour inverser ce système d'une certaine façon, quoi. Donc, si je comprends bien, le détournement du droit d'asile est le fait des migrants, mais du côté du pays d'accueil, avez-vous constaté d'autres dysfonctionnements dans le système d'accueil des demandeurs d'asile ?
Alors bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas. Première chose, pourquoi, moi ça m'a toujours interpellée, ne fait-on rien pour essayer de modifier le circuit des demandeurs d'asile, dans la mesure où on se rend compte qu'un grand nombre d'entre eux sont déboutés, c'est-à-dire on ne leur accorde pas le statut de réfugié, mais qu'un grand nombre d'entre eux, parmi ceux qui sont déboutés, ne retournent pas pour autant dans le pays d'où ils viennent et se maintiennent sur le territoire dans des situations absolument innommables, parce que comme ils sont dans l'illégalité, c'est la porte ouverte à tous les trafics, à toutes les maladies aussi, hein, parce qu'il y en a qui deviennent malades de cette situation de précarité et d'illégalité. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas une autre façon de gérer la demande d'asile, pour que déjà ça prenne beaucoup moins de temps et que tout de suite on puisse évacuer rapidement les personnes avant qu'elles ne se soient installées et qu'elles aient pris des marques dans notre pays. Il y a beaucoup, beaucoup de dossiers. C'est assez facile de déterminer, pour quelqu'un qui connaît bien le droit, de déterminer que cette personne ne relève pas de l'asile, que sa demande ne relève pas de l'asile. Et si elle n'a pas d'autres motifs valables pour venir en France, voilà, il faut l'inviter à rentrer dans son pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a beaucoup de mal à assimiler, intégrer les personnes qui viennent de l'étranger. Alors, tant qu'elles venaient de pays, j'allais dire, proches et avec des cultures assez similaires, ça, c'est assez facile. Mais là, on a des personnes qui viennent de pays dont la culture est très différente de la nôtre. La grande majorité des demandeurs d'asile, en plus, sont de confession musulmane. Alors nous, on est quand même, qu'on le veuille ou non, que les gens soient d'accord ou pas, on est un pays d'origine chrétienne, de culture judéo-chrétienne. Donc, c'est quand même deux mondes assez différents. Et beaucoup aussi de personnes n'ont pas eu une éducation et des niveaux suffisants pour occuper les emplois. Même dans une usine, on a besoin de gens qui aient une certaine formation, ne serait-ce que d'user de la langue du français correctement. Donc il y a beaucoup de travail pour aider ces gens qui viennent de loin, pour les aider à s'assimiler à notre pays, à notre culture. Et malheureusement, il n'y a pas les moyens qui sont mis en face. Or, on continue à dire qu'il faut accueillir encore plus de demandeurs d'asile. Ça a été le cas, par exemple, en 2015, quand il y a eu l'afflux des Syriens. On nous demandait d'accueillir 2 fois plus qu'avant de personnes. Or, les structures, qu'elles soient sociales, médicales, mais même scolaires, étaient déjà totalement embolisées. Et on nous demandait d'en accueillir encore plus. Bien évidemment, ça ne peut pas aller. Donc là, il y a un manque de réalisme de la part des décideurs, où j'ose pas trop y penser, ou un cynisme terrible qui voilà, c'est pas possible. S'ils sont au courant que c'est de la façon dont se passent les choses sur le terrain, à ce moment-là, c'est grave s'ils continuent à alimenter le problème. Bon, à un moment donné, il faudrait peut-être s'arrêter et puis essayer de voir ce qu'on peut faire avec tous les problèmes qu'il y a actuellement à régler, et puis peut-être voir après comment modifier les choses. Madame Montier, je vous remercie pour cet entretien et j'espère qu'en ces temps de pré-campagne pour les élections présidentielles, certains candidats s'empareront du sujet. Le guichet du mensonge de Lydie Montier,
paru aux éditions Docteur Angélique, 164 pages, 14 euros.